Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Sexe, meurtre et technologie, Cronenberg est de retour, non pas sur grand écran, mais en librairie, avec Consumé, le cinéaste canadien nous livre son premier roman. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. La rage au ventre, il y a 30 ans, disparaissait Daniel Balavoine, retour sur la trop courte carrière d'un chanteur aussi talentueux qu'engagé. I was looking for your ass. C'est peut-être le plus bel hommage à rendre à David Bowie, acheté son dernier album. Paru 2 jours avant sa mort, Black Star bat désormais des records de vente. On le connaît pour ses films comme La Mouche, Crash ou encore Maps to the Stars. À 72 ans, le cinéaste David Cronenberg se lance dans la littérature et publie Consumé, un thriller très noir où il convoque les thèmes et les obsessions récurrents de ses films, le corps humain, la sexualité et l'omniprésence de la technologie. Le réalisateur canadien était de passage à Paris. F. Jackson l'a rencontré pour nous. Bonjour David Cronenberg. Félicitations pour votre premier roman. Merci. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, alors je vous laisse le décrire. Je ne peux pas l'expliquer non plus. C'est une sorte de structure à la Henry James, l'écrivain américain. Un jeune couple d'Américains naïfs et innocents qui se retrouvent confrontés à des Européens décadents, sophistiqués et cyniques. Ça, c'est pour la structure classique de Henry James. Dans le livre, c'est un couple de philosophes français, calé un peu sur le modèle de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui représentent les Européens décadents. Bon, je simplifie un peu. Et il y a donc ce jeune couple de journalistes modernes qui utilisent Internet et les nouvelles technologies pour enquêter sur les relations du couple de philosophes. Parce que tout semble montrer que l'homme a tué sa femme et l'a en partie mangée. Pourquoi avez-vous décidé de situer l'histoire ici à Paris? La raison pour laquelle le couple de philosophes est français est parce que c'est une tradition ici. C'est dans la culture française d'avoir des intellectuels qui sont des figures publiques. Ça remonte peut-être à Voltaire ou même avant. Ce sont des gens qui ont légitimé leur statut de philosophe et qui en ont fait leur occupation. On ne trouve pas ça, ce genre d'intellectuel public aux États-Unis. Un couple d'âge mûr qui a une vie sexuelle bien remplie, débridée et sans doute un peu perverse. C'est un sujet un peu tabou, les relations sexuelles entre personnes relativement âgées. Pourquoi vouliez-vous en parler? Je suis vieux et j'ai des relations sexuelles. C'est peut-être pour ça. On sait qu'à l'époque de Sartre et Beauvoir, ils avaient des aventures avec leurs étudiants. Des choses qui sont aujourd'hui considérées comme politiquement incorrectes, à la limite presque d'abus sur mineurs, étaient assez courantes dans les années 50 ou 60 en France. Et puis, il y a le problème de l'âge en soi. Que se passe-t-il quand vous aimez quelqu'un et que cette personne change avec l'âge? La sexualité des gens change avec le temps. Les femmes deviennent ménopausées. Certaines ne sont plus intéressées par le sexe alors que leurs maris le sont. Dans ce cas, que se passe-t-il? Parfois, l'homme divorce pour se marier avec une femme plus jeune. Dans le couple de mon livre, ils étaient beaucoup trop amoureux pour en arriver là. Ils étaient trop liés, leur histoire commune était trop ancrée en eux pour terminer comme ça. Vous êtes souvent considéré comme le créateur du genre body horror. Des têtes qui explosent dans Scanner, des corps qui se disloquent dans La Mouche. Que pensez-vous de ce terme body horror?
Je pense que c'est très méprisant. Ce n'est pas du tout un terme que j'utiliserais moi-même. Je ne le comprends pas vraiment parce que dans mes films, je ne le vois pas comme de l'horreur. Pour moi, ce que doit faire l'artiste, c'est raconter la vérité, aussi dérangeante soit-elle, et de la façon dont il la perçoit. Et c'est ce que je fais. Don't go back to it. It could be contagious. I'm afraid! Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Quelle est selon vous votre plus grande réussite? Probablement mes petits-enfants. Je pensais plutôt à votre carrière. Vous avez un film préféré? Écoutez, je vais vous faire une réponse de bourgeois. Je n'en ai aucune idée. J'ai commencé en même temps que beaucoup d'autres réalisateurs qui n'ont pas réussi à percer, et j'ai eu une longue carrière. Je pense que c'est ça la plus grande réussite, c'est d'avoir suffisamment de résistance et d'endurance pour créer une œuvre complexe, variée et intéressante, de façon à avoir une voix bien distinctive et que les gens puissent vous transformer en adjectifs comme felliniesque, bergamesque et peut-être maintenant cronenbergesque. Et vous avez un film en projet? Non, je n'en ai pas. Mais vous allez continuer à faire des films quand même? Pas nécessairement. Je pense que je n'ai pas besoin d'en faire un autre. Si je ne fais plus de films, ce ne sera pas un problème. On a hâte de lire votre prochain livre alors. David Cronenberg, merci beaucoup. Plus qu'un chanteur, il était un artiste passionné et engagé. Ses coups de gueule politiques ou son action contre la famine en Afrique ont marqué son époque. Sa voix si particulière et ses chansons ont, elles, traversé les générations. Le 14 janvier 1986 disparaissait Daniel Balavoine dans un tragique accident d'hélicoptère. 30 ans plus tard, nombreux fredonnent encore ses mélodies. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments? C'était pas seulement un chanteur, c'était un homme gentil. Il a fait beaucoup de choses. Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Il avait l'habitude de dire « Je m'emporte pour ce qui m'importe ». Il est donc mort aujourd'hui dans l'accident. Il avait 33 ans. La vie. Une vie brutalement interrompue un 14 janvier, au cœur de ce Sahel africain qu'il avait appris à aimer. Mais une vie pleine et entière, qu'il vivait sans calcul. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'heure. L'heure, le moment. Je veux dire que le passé, moi, je vis pas de ça, ça me nourrit pas. Et l'avenir, je sais pas de quoi il est fait, puisque je ne sais pas combien j'en ai devant moi d'avenir. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Une carrière courte, Si vous touchez celle d'une étoile filante, mes entrailles, dont la lumière nous parvient encore aujourd'hui, grâce à des tubes indémodables. et comment retrouver le goût de la vie? Ce n'est pas un problème pour moi. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. C'est le jackpot, plus d'1 million de disques vendus. On est en 1978, la star Balavoine est lancée. Les tournées s'enchaînent, on se l'arrache. Jusqu'à ce jour de mars 1980. Ce jour-là, on l'a invité dans un journal télévisé face à François Mitterrand, alors candidat à l'élection présidentielle. Pendant une demi-heure, il se tait, puis il explose. La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Monsieur Mitterrand, vous Le public et les médias découvrent alors que l'homme et le chanteur Balavoine, ses chansons et ses coups de gueule ne font qu'un. Il est 18h. On lui confie un billet d'humeur sur la bande FM. Camarade, camarade. Mais comme Coluche, son frère de conviction, il va lui falloir un engagement concret et c'est le Paris-Dakar qui lui en fournit l'occasion. Moi, je m'appelle Balavoine, je suis navigateur et pilote. Et lui? Et moi, je m'appelle Jean-Luc Roy. 2 fois, il va participer à la course.
Comme le raconte son coéquipier de l'époque, Jean-Luc Roy, ça va changer sa vie. L'Afrique, il l'a prise en pleine gueule. Je crois que c'est l'expression qui convient le mieux. On voyait des gens sur le bord de la piste qui nous faisaient signe et ils voulaient de l'eau. Et l'idée peut-être de créer le Paris-Dakar, Paris du cœur avec Thierry Sabine, donc en 86, est née de là. Alors en janvier 86, Daniel Balavoine accompagne la livraison des premières pompes à eau. Et comment ça se passe cette opération de pompe dont on avait parlé à Baltard? Très bien. Ce jour-là, c'est sa dernière interview. À sa mort, ses proches créent l'association Daniel Balavoine pour perpétuer son action. Sa sœur Claire s'en occupe encore aujourd'hui, en mémoire d'un petit frère parti trop tôt. C'est toujours un grand bonheur de l'entendre. Et il est pas là, mais il est là dans la mesure où il est allé titiller chez tous les humains. Et moi, je dis tous ceux qui ont envie de faire des choses, qui n'attendent pas demain. Voilà ce que nous aura laissé Daniel Balavoine. Et qui peut dire que ce message tout simple n'est pas plus que jamais d'actualité. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec un autre chanteur disparu trop tôt, David Bowie, dont le dernier album paru 2 jours seulement avant sa mort bat des records de vente et d'écoute. Selon la plateforme de streaming Spotify, les écoutes des morceaux de Bowie ont grimpé de 2700%. Voici donc un extrait de Black Star. Je vous laisse en profiter et vous dis à très vite. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below.